La parole forcément directe avec Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Il est notre invité en ce lundi. Bonjour Maître Amadou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, plusieurs dossiers que nous allons évoquer en votre compagnie. D'abord, c'est ce recours qui a été introduit dans la foulée de l'élection présidentielle de 2020 par 5 opposants au régime d'Alpha Condé à l'époque et qui était, peut-on dire, en souffrance devant la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a eu l'audience d'ouverture. D'abord, expliquez-nous pourquoi ce recours restait en souffrance devant la Cour de justice de la CEDEAO et qu'est-ce qui a été dit à l'occasion de cette audience, cette première audience qui s'est tenue ce matin. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation et peut-être... pour commencer, un rappel des faits. Voilà. Pour commencer, il faut rappeler les faits. C'est que les 5 personnes que vous avez citées tout à l'heure, en l'occurrence M. Elhadj Ibrahima Chérif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Postes et Télécommunications, Abdoulaye Ba, ancien maire de Kindia, Sellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur, des fédérations UFDG de l'intérieur, et Étienne Soropogui, président de NVG, des valeurs communes, de nos valeurs communes. Voilà, donc c'est les 5 qui ont exercé ce qu'on appelle un recours individuel devant la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de leurs droits humains, les droits, disons, des droits de l'homme. Et comme vous le savez, devant la Cour de justice de la CEDEAO, tout citoyen ressortissant d'un État membre de la CEDEAO a la possibilité de saisir cette Cour pour violation des droits de l'homme lorsqu'il estime que ces droits ont été violés par son État ou un autre État membre de la CEDEAO. Donc c'est dans le cadre de se conformant donc à cette faculté que deux recours ont été introduits. D'abord un recours normal et devant la Cour pour violation, disons, des droits de l'homme, pour manquement de l'État de Guinée à ses obligations communautaires. Mais compte tenu du fait qu'ils étaient en détention et que les conditions de détention étaient difficiles, et ils faisaient, disons, ils avaient des problèmes de santé, il vous souviendra que beaucoup d'entre eux avaient été même hospitalisés. Donc on a introduit un second recours qu'on appelle un recours accéléré. Le premier, c'est sur la base de l'article 10 du protocole de la Cour, et le second, le recours accéléré, sur la base de l'article 59 du règlement de la Cour, qui permet, lorsqu'il y a des situations d'urgence, de saisir la Cour. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, l'audience s'est tenue ce matin, au moment où j'entrais dans vos studios. L'affaire était en train d'être appelée, on venait de terminer celle de Kassori, le recours de Kassori et Oye Guilavogui et Dr Diané. Donc, actuellement, je ne connais pas le résultat encore. Là, au moment où j'entrais dans votre studio... on vient d'apprendre que la Cour de justice de la CEDEAO vient d'ordonner la libération de l'ancien PM Amadou Damaro Camara et ses 2 co-détenus, Dr Mohamed Diané et Oye Guilavogui. Voilà, bon, tout ça c'est normal parce que, comme vous avez dû le constater, depuis que la CRIEF est en place, on a constaté beaucoup d'insuffisances dans le cadre du respect des procédures et même du bien fondé des accusations. Parce que vous savez, on ne poursuit pas des gens sur des préjugés. Ce n'est pas parce que tel a été ministre des Finances, ministre du Budget ou ministre des Travaux publics que forcément il a mis la main dans les caisses de l'État. Même si c'est le cas, il faut le prouver. Un juge ne se contente pas, disons, de l'opinion publique pour dire « Ah, on se connaît dans ce pays ». Il faut réunir les preuves tangibles avant d'entreprendre des poursuites. Il n'est pas normal de se fonder sur des préjugés, de mettre des gens en prison et après se mettre à rechercher des preuves. Ça n'est pas normal. L'affaire de Amadou Damaro Camara dernièrement vient de montrer encore une fois qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards alors qu'on n'a même pas pris la peine d'aller vérifier dans les caisses, dans le compte de l'Assemblée nationale pour voir s'il y a un petit reliquat là-dedans. C'est quand même le minimum. Exactement. C'est la même chose que dans l'affaire Erguiné. On dit que Sellou a détourné 5 millions de dollars alors que Mamadou Sylla a fourni les preuves pour avoir payé à l'État
directement et indirectement 4 730 000 $. Ouais. C'est-à-dire donc rien que sur les montants. Voilà, ça fait pas sérieux. Ouais. Voilà, donc encore une fois, je pense que le dossier de l'accusation, dans tous ces dossiers-là, n'a pas été bien monté. Il n'y a pas eu... Pas eu de sérieux. Pas eu de sérieux, de professionnalisme. C'est plus... on a l'impression que c'est des amateurs. Politique. Voilà. En fait, c'est comme si c'est commandité pour ternir l'image et la réputation d'hommes politiques ou d'anciens dignitaires. Bien. Voilà. Donc, ces opposants ont introduit ces deux recours pour dénoncer les conditions de leur arrestation et de leur incarcération. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils réclament et je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui a été dit à l'occasion de l'audience de ce matin, l'audience inaugurale. Bon. Donc, pour l'audience de ce matin, je ne saurais le dire puisque je n'ai pas pu malheureusement assister. Ça a coïncidé à mon entrée dans le studio. Mais ce que je peux dire, c'est que l'objectif du recours, c'était de pointer du doigt des manquements de la République de Guinée à ses obligations communautaires, notamment en termes de protection et de promotion des droits de l'homme. Chaque État partie, chaque État d'ailleurs membre du système des Nations Unies, est assujetti à un certain nombre d'obligations par rapport au respect des normes liées à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Ces normes, ça peut être des normes nationales qui sont consignées dans nos différents textes, code pénal, code de procédure pénale, dans la Constitution. Mais également, c'est des normes internationales, des normes qui sont de vocation universelle. Je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et au pacte international des droits civils et politiques qu'il faut respecter, mais également des normes à vocation régionale ou sous-régionale. Maître, si vous permettez, je posais la question, mais pourquoi ces recours est resté quand même sans être traité depuis 2020 et nous sommes en 2023? Il y a deux explications. Comment comprendre cette situation? Il y a deux explications. La première, c'est que au niveau de la Cour, quand même, il y a une certaine lenteur, un certain laxisme, ça il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup les dossiers durent assez longtemps avant d'être traités. Deuxième, mais il faut le dire aussi que le nombre de juges a été réduit. Avant, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous aviez 7 juges, aujourd'hui vous n'en avez que 5. Deuxième explication, c'est qu'à un moment donné, après le coup d'État, les États tels que la Guinée, le Mali, États en transition, voilà, ont été suspendus. Donc la Cour n'examinait plus les dossiers émanant de ces pays-là. Donc, dans la foulée, dans la foulée de votre question, je voulais savoir justement, une fois qu'on a pris tout ce temps, le régime Alpha Condé n'est plus en place. Donc s'il y a dans les minutes à venir une décision favorable justement à ceux que vous défendez, puisque l'État est en la continuité, si c'est des questions de dédommagement et tout le reste, ça veut dire que c'est ce régime d'exception du Mamadi Doumbouya qui devra, au nom de l'État, répondre de cela. Est-ce que c'est comme ça que ça va devoir se passer? L'État guinéen, membre de la CEDEAO, disons, est reconnu comme tel, quelle que soit la situation intérieure, quel que soit le nom du président de la République ou la nature du gouvernement. Quelles sont les charges éventuelles qu'on peut mettre au compte de l'État au bénéfice de vos clients? Non, non, c'est-à-dire que du moment où ils ne sont plus en prison. C'est-à-dire que les manquements qui sont indiqués dans ce recours-là ne sont pas imputables au gouvernement de la transition. Oui, évidemment. C'est imputable au gouvernement de Alpha Condé. Qui n'est plus en place. Voilà, qui n'est plus en place. Mais puisque vous-même vous le dites, l'État c'est la continuité, c'est l'État qui est responsable. Donc c'est l'État, il appartient à l'État de faire les réparations qui sont indiquées. Et par contre... Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce qu'il réclame en termes de réparation? En termes de réparation, c'est des réparations pécuniaires. C'est-à-dire quand vous agissez... À hauteur de combien? Devant la Cour de justice de la CEDEAO, je ne me souviens plus, mais il semble que c'est autour de 40 millions par requérant. 40 millions de francs CFA. Mais ce qu'il faut retenir... C'est quand même autour de 80 000 $ par personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la Cour prend une décision, elle peut enjoindre à l'État guinéen de faire un certain nombre de choses, puisque ces messieurs-là, ces requérants-là sont déjà en liberté. Parce que dans la requête, on avait demandé qu'ils soient mis en liberté. Maintenant qu'ils sont dehors, la Cour peut enjoindre à l'État guinéen d'exécuter non seulement la condamnation pécuniaire, mais également de prendre des mesures pour que ces gens-là
pour que cette procédure qui pèse sur leur tête soit clôturée Ouais. juridiquement, Ce qui n'est pas encore le cas. parlant. Ouais. Parce que vous savez très bien comment les gens sont mis en prison, c'est de façon Et illégale. dans quelles conditions ils ont été détenus illégalement, libérés. mais également libérés illégalement. Ouais. On n'y met pas la forme. Tout à fait. Oui, Diarraï. À quoi l'État guinéen s'exposerait si toutefois il continue de faire fi à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO lui demandant de libérer tout simplement Kassori et compagnie? Normalement, si on se réfère aux dispositions du protocole des normes communautaires de la CEDEAO, Oui. le président de la commission de la CEDEAO peut enjoindre à la Guinée d'avoir à respecter ses obligations communautaires dans ce sens-là. Si après un mois, l'État ne le fait pas, le président de la commission peut saisir la conférence des chefs d'État qui peut proposer des sanctions contre la République de Guinée. Ouais. Voilà, parce qu'on ne peut pas contraindre malheureusement un État parti à exécuter par la force les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il y a un mécanisme de sanction qui est prévu et qui peut être initié par la conférence des chefs d'État. Voilà, et qui peut, des sanctions qui peuvent être prononcées par la conférence des chefs d'État à l'initiative du président de la commission de la CEDEAO. Bien. Oui, cabinet. Oui, l'autre question, c'est de savoir... Dans le micro, cabinet. Oui, effectivement. Il y a aussi la plainte que vous avez portée contre l'État guinéen pour avoir séquestré des cadres de l'UFDG au siège du parti. Au domicile de la cellule d'Alain. De la cellule d'Alain plutôt. Ce recours-là est à quel niveau aujourd'hui? Je ne me souviens pas d'avoir introduit un tel recours au niveau de la Cour de justice. Non, plutôt une plainte. Je parle d'une plainte qui a été portée au niveau interne. Au niveau interne. Bon, honnêtement, je me souviens pas. Peut-être il y a le cas Kalemoudou Yansane. Kalemoudou Yansane. Bon, le cas Kalemoudou Yansane, un recours c'est pour l'élection du maire de Matoto. Voilà, expliquez-nous comment évolue ce recours aussi. Bon, ce recours qui est également pendant devant la Cour de justice de la CEDEAO. Effectivement, là aussi, d'ailleurs, ce recours a duré plus longtemps que celui qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'il a été introduit depuis 2017, et ça concernait l'élection du maire de Matoto. Vous savez très bien qu'il y a eu un premier tour de scrutin qui aurait déclaré Monsieur Kalemoudou Yansane élu vainqueur. Bon, par la suite, le ministre de l'administration du territoire a annulé cette élection et a ordonné plus tard la reprise de l'élection. Un peu, bon, on sait dans quelles conditions ça s'est passé. Il y a eu même des élus du RPG à qui on a refusé d'entrer dans la salle. On leur a obligé de faire une délégation de vote à d'autres procuration à d'autres personnes, à leur insu. Donc c'était un peu n'importe quoi. Donc c'est pour cela que nous avons saisi à l'époque la Cour de justice de la CEDEAO pour que Kalemoudou soit rétabli dans ses droits civils et politiques et qu'il soit installé comme maire de Matoto. Donc cette affaire-là aussi n'a pas connu malheureusement un dénouement jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, puisque c'est un recours en violation des droits de l'homme, Kalemoudou Yansane ne sera peut-être pas réinstallé comme maire, le mandat ayant expiré depuis longtemps, mais il peut obtenir une réparation pécuniaire, mais également une réparation morale sur le principe. Ouais. Parce que c'est surtout pour le principe, même le recours des shérifs Ba et autres, ils le font surtout pour le principe, pour montrer que la Guinée doit respecter ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et surtout respecter les instruments juridiques internationaux auxquels il a librement consenti pour être un État normal. Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG, dans notre compagnie ce matin, on va évoluer pour évoquer l'affaire Air Guinée. Oui, Air Guinée qui fait couler assez de salive dans la cité. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la procédure, puisque le principal concerne M. Seydou Diallo est toujours de l'autre côté? Bon, écoutez, ce dossier est toujours pendant au niveau de la CRIEF. A-t-il connu des évolutions ou pas? Bon, là, je suis incapable de vous le dire parce que tout simplement, depuis que il y a eu une sortie dans la presse, je crois, du procureur pour dire que les investigations étaient en train d'être poursuivies à ce niveau. Donc, on en est toujours là. Mais ce que je voudrais dire aux Guinéens, aux téléspectateurs, c'est que en Guinée, je ne sais pas pourquoi on perd du temps en nous occupant de futilités. Je vais vous dire pourquoi. Oui.
Air Guinée n'était pas plus performante que la Paname, que la TWA, que Air Côte d'Ivoire, que Air Sénégal, que Air Gabon, Air Cameroun Airlines. Toutes ces compagnies-là ont été liquidées, en faillite, mais on n'a jamais entendu des bruits comme ce qu'on entend là aujourd'hui, comme si Air Guinée est un patrimoine important qui a été dilapidé et vendu par Cellou Dalein Diallo ou par le ministre des Finances ou que a profité, c'est-à-dire il a eu un marché où on a sous-évalué la valeur du patrimoine national et on a donné à Mamadou Sylla. Pas du tout ça. La réalité, c'est quoi? Air Guinée était une entreprise moribonde, c'est-à-dire qui avait des difficultés financières qui était presque en faillite. En faillite, et l'avion qui était utilisé, qui est l'avion présidentiel, c'était une épave volante, fatiguée, plus de 20 ans d'années. En plus, c'était une société qui était en cessation de paiement. La jurisprudence considère ce qu'on appelle définit la cessation de paiement comme la situation d'une entreprise dont l'actif disponible n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible. La preuve, c'est que Mamadou Sylla, en achetant l'avion, il a payé les dettes de Air Guinée. Il a payé 2 300 000 et quelques pour la réparation de l'avion à une société israélienne. 1 million et quelques pour les dettes aéroportuaires d'Air Guinée. 1 million pour le personnel ici. Et 300 et quelques mille dollars pour ce qui fait 4 700 et quelques. Ce sont ces montants que Mamadou Sylla a payés et les preuves sont là. Il les a communiqués, c'est dans mon téléphone et c'est partout. Donc, il les a payés à qui, pour rappel? C'est-à-dire il a payé 1 million directement au trésor public, ce qui a servi à payer, désintéresser le personnel. D'ailleurs, c'est concernant ce montant d'1 million de dollars, 2 fois 500 000 dollars, qu'on a accusé certains responsables de l'unité de privatisation, du cabinet du ministre des Finances et de la Direction nationale du portefeuille d'avoir un peu touché là-dedans. C'est dans le rapport de Ousmane Kaba, du comité d'audit. Donc, on indique les montants qui ont été détournés dans le cadre de ces 1 million de dollars payés là. Ensuite, il a payé plus d'1 million à la société israélienne. 2 millions 300 pour la société israélienne pour la réparation et 1 million à des sociétés pour les frais aéroportières au Ghana et au Nigeria. Donc, tout cela, c'est documenté. Même FFA Ernst & Young qui avait fait l'audit, tout cela figure dans ce rapport. Alors je me demande comment on peut inventer, dire que tel a détourné 5 millions de dollars et ainsi de suite, etc. Donc encore une fois, Air Guinée, ce n'était pas une entreprise rentable, c'était une entreprise en faillite. On se rappelle que des convocations avaient été adressées, émises, adressées deux fois, par deux fois, à des mauvaises adresses à l'époque. Depuis, y en a-t-il eu ou pas? Non, il n'y en a pas eu. Et en violation flagrante du Code de procédure pénale et des normes internationales en la matière. Parce que ce que les Guinéens doivent savoir, c'est qu'en Guinée, comme ailleurs en Afrique, la privatisation relève du domaine de la loi. Ça ne relève pas du domaine réglementaire. Il y a une loi de 2001 qui a été votée sur le désengagement de l'État et qui a été mise en œuvre par le ministre des Finances et l'unité de privatisation avec l'appui de la Banque mondiale. Et c'est sur la base de cette loi que Air Guinée a été privatisée. Par qui? Par le ministre des Finances. Mamadou. Pas par le ministre des Transports, par le ministre des Finances. Et justement, dans les discours d'aujourd'hui, permets-moi, les discours d'aujourd'hui, au-delà du mécanisme de liquidation que vous avez expliqué, on présente les responsables de l'époque, les Cellou et autres, comme des gens qui n'ont pas été patriotes en décidant de vendre. Alors que ce qu'on nous dit, c'est que les gens qui financent, qui injectaient de l'argent dans notre économie, qui sont les FMI et Banque mondiale, c'est eux qui ont dit, puisque votre société n'est plus rentable, elle évolue par des dettes et tout, vous avez intérêt à liquider, sinon on ne peut pas nous continuer à vous aider. Est-ce que c'était une... Il n'y avait pas de choix en fait. C'était une entreprise budgétivore. Et Air Guinée n'était pas la seule. C'est-à-dire dans le portefeuille de l'État, vous aviez à l'époque plusieurs entreprises qui étaient moribondes et qu'il fallait liquider. C'était d'ailleurs une mode à l'époque dans tous les pays africains, c'était une politique de désengagement de l'État, la remise en cause de l'État patron. C'est-à-dire que, vous savez, surtout dans notre pays, nous étions un pays socialiste, socialo-communiste, l'État interventionniste, où l'État intervenait beaucoup dans l'économie et tout appartenait à l'État. Donc, il fallait retourner tout ça au secteur privé. Voilà. Maintenant,
le processus, le passage du secteur public au secteur privé, c'est régi par des lois. En Guinée, il y a une loi qui régit ça. Ouais. Et il y a des responsables qui sont identifiés. Dans la loi, il est dit que le ministre des Finances est seul responsable des opérations de privatisation. Seul responsable. Bien, l'icône. Avant-dernière question. Bien avant ce troisième appareil du Air Guinée, 2 autres appareils avaient été vendus. On n'en parle pas. Qu'en est-il? Et beaucoup estiment également qu'on attend le retour de celui d'Alain Diallo à Conakry pour encore réchauffer ses convocations. Bon, écoutez, pour les autres appareils, écoutez, moi je pense que l'État est libre de céder son patrimoine. C'est comme le domicile de celui d'Alain Diallo. Ouais. Pour venir à ce truc. Bien sûr. L'État est libre de céder ce qui, conformément à la loi, ce qu'il a le droit de céder. Okay, en respectant les procédures, les formalismes prévus. Donc, pour les 2 autres appareils, on n'en parle pas parce que peut-être que ceux qui les ont vendus, ou bien ils avaient été vendus avant que Selou ne soit ministre des Transports. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Sinon, on aurait en parlé. Bien. Voilà. Mais l'un dans l'autre, franchement, la Guinée doit regarder devant. Ouais. Essayer d'avoir une compagnie nationale digne de ce nom pour qu'on ait un pavillon national à l'image des autres pays. On n'a pas besoin de passer notre temps à faire des querelles inutiles. Et puis, je voudrais rappeler une chose. Air Guinée, Mamadou Sylla l'a acheté à un prix plus élevé que le prix du marché à l'époque, selon moi. Pourquoi? Il a acheté un avion du même type, moins âgé, à 2 millions de dollars, alors que l'État lui a vendu l'avion présidentiel ici à 4 millions. Voilà, à 4 millions. Ouais. Peut-être donc il a perdu de l'argent. Conte, ne connaissant pas un peu les trucs, c'est Conte qui a fixé le prix. Bien. Voilà. Peut-être pour en terminer, un mot sur l'affaire du domicile de Selou. Oui, justement, cette procédure également, vous l'avez déclenchée d'abord au niveau des tribunaux guinéens. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que... où est-ce qu'on en est? Alors, cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Dixin, qui est le tribunal qui est juridiquement et naturellement compétent. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le tribunal du lieu de situation de l'immeuble, du domicile de M. Selou d'Alain Diallo. Donc cette affaire est toujours pendante là-bas. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Malheureusement, ça n'a pas évolué. Au contraire, ils font tout pour bloquer la situation. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, le juge là-bas a tous les éléments pour trancher le litige. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il a pris une décision pour renvoyer le dossier devant la Cour suprême pour poser une question à la Cour suprême. Le décret qui attribue le domicile le terrain, le domicile à M. Selou d'Alain Diallo, est-ce que ce décret-là est légal ou pas? C'est ça la question que le tribunal de Dixin a posée à la Cour suprême. Donc on attend la réponse de la Cour suprême, c'est-à-dire la chambre administrative de la Cour suprême. Mais, depuis combien de temps quand même que ça dure? Voilà, mais le problème c'est quoi? C'est que le tribunal n'avait même pas à poser cette question. Le tribunal pose cette question sur la base de l'article 113 du Code foncier et domanial. L'article 113 du Code foncier et domanial concerne quoi? Les biens du domaine public artificiel ou naturel. Les biens du domaine public artificiel ou naturel qui ne peuvent faire l'objet de cession. Or, le domicile de Selou ne rentre pas dans cette catégorie. Le domicile de Selou fait partie du domaine privé de l'État. Bien. Donc, qui peut être cessible. Donc qui est soumis au droit, au code civil. Vous voyez, c'est-à-dire on confond les moutons et les chèvres. Ouais. Voilà. Malheureusement. Volontairement. Hein. Malheureusement. Donc, juste pour gagner du temps, parce que je vais vous dire, si l'État avait raison sur le plan juridique, le juge aurait déjà pris une décision. Ouais. Pour dire que le domicile appartient à l'État et que Selou n'a pas respecté, c'est attribué illégalement ce domicile. Ouais. Au contraire, c'est une fois de fait, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est une dépossession irrégulière qui ne fait pas honneur à la justice, et à la Guinée, à l'État, en tout cas à l'image de la Guinée en tant qu'État respectueux de son droit. Bien. Voilà. Maître Amadou Diallo, avocat de son État, et qui était en notre compagnie ce lundi pour évoquer ce recours introduit par 5 opposants au régime d'Alpha Condé à l'époque devant la Cour de justice de la CEDEAO, et on en a profité pour faire un point complet sur d'autres affaires judiciaires impliquant l'UFDG ou son chef, Selou d'Alain Diallo. Grand merci à vous, Maître Amadou Diallo. Merci pour votre disponibilité. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Ibrahim Baben Diallo et Ibrahim Assila nous ont aidé à relayer cette émission au plan technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Le débat en langue poulard dans un instant avec Mohamed Ba et toute sa team. Film midi avec la grande voix d'Amadou Diallo quand il sera midi sonnante et pétante sur nos antennes. Et nous on se retrouve demain quand il sera 8 h. Portez-vous bien, au revoir.